Bonjour, je suis Raphaël Demaret, kinésithérapeute en Vendée, et je vais vous présenter aujourd'hui les interactions entre la maladie de Ménière et les troubles du sommeil, sous la direction de mémoire du docteur Paul-Antoine. Dans un premier temps, on va parler de la prévalence entre les troubles vestibulaires et les troubles du sommeil. Dans un second temps, de l'impact d'un traitement CPAP chez les patients atteints de la maladie de Ménière et de syndrome d'apnée du sommeil. Et enfin, une dernière étude sur l'hypothèse de l'orexine dans les mécanismes physiologiques sous-jacents. La première étude est un rapport préliminaire sur les symptômes vestibulaires liés à la proportion de sommeil paradoxal par E. Altena en 2023. Dans cette étude, ils ont inclus 31 patients entre 20 et 79 ans issus de la clinique du sommeil d'Ottawa. Pour participer à l'étude, il fallait simplement être un nouveau patient pour une évaluation du sommeil. Ils ont été recrutés avant leur première évaluation. Ils ont effectué plusieurs tests, une polysomnographie, un PSQI pour le sommeil, le questionnaire BAI pour l'anxiété, le BDI pour la dépression, le FSS pour la fatigue et le SCQ pour l'inconfort spatio-moteur. Lors des résultats, ils ont obtenu un sommeil moyen de 5,8 heures, sachant que la norme est entre 7 et 9, un PSQI de 8, sachant que lorsque le score est au-dessus de 5, on considère que les troubles du sommeil sont importants, un score à l'apnée du sommeil supérieur à 5 pour 77% de la population, sachant que quand le score de l'apnée est au-dessus de 5, on considère que l'apnée est légère. Les résultats pour la fatigue, l'anxiété et le pourcentage de sommeil paradoxal, ils sont dans les moyennes supérieures. Et lors de l'analyse, ils ont en fait effectué une régression multi-axée entre les scores du SCQ et ceux du BAI, FSS et du pourcentage de sommeil paradoxal. Et il en ressort une corrélation positive. Dans cette étude, on en déduit que l'augmentation de l'inconfort spatio-moteur augmente la proportion de sommeil paradoxal, l'anxiété et la fatigue. Cette étude présente de nombreuses limites, il n'y a pas de groupe témoin, on ne connaît pas l'origine des troubles du sommeil, l'échantillon est faible et la fonction vestibulaire est malheureusement évaluée uniquement par questionnaire. La deuxième étude est une investigation entre les troubles du sommeil et les troubles vestibulaires par Bémutulu en 2022. Ils ont inclus une population entre 18 et 70 ans du service ORL du CHU d'Istanbul. Ils ont recruté 22 patients présentant des VPPB, 21 déficits unilatéraux, 25 ménières, 23 migraineux. Leurs symptômes doivent être supérieurs à 3 mois et il ne faut pas avoir de troubles du sommeil avant l'atteinte vestibulaire. Ils ont analysé le DHI pour les vertiges, le questionnaire PSQI pour le sommeil, le BDI pour la dépression et le LOS pour évaluer la stabilité. Lorsque les résultats du BDI sont entre 8 et 15, la dépression est considérée comme modérée. Ici, elle est significativement plus élevée chez les ménières, les migraines vestibulaires et les déficits unilatéraux par rapport au groupe témoin. Lorsque le DHI est entre 36 et 52, l'inconfort lié au vertige est moyenne. Ici, les ménières sont les plus touchées. Les résultats du PSQI sont significativement plus mauvais chez les migraines vestibulaires et les déficits unilatéraux par rapport au groupe témoin. Concernant le temps pour trouver le sommeil, il est globalement perturbé dans toutes les pathologies et la qualité du sommeil, elle est significativement plus mauvaise chez les ménières et les déficits unilatéraux par rapport au groupe témoin. Le résultat du LOS montre que globalement, toutes les pathologies présentent des plus mauvais résultats que le groupe contrôle. Cependant, ce sont les ménières qui présentent le plus mauvais résultat, notamment sur le temps de réaction, la vitesse et le résultat maximum de l'épreuve. L'analyse spécifique chez les ménières montre que les valeurs au DHI, BDI et CRT sont statistiquement plus élevées que le groupe contrôle. Cependant, il n'y a pas de corrélation directe avec le PSQI. Cependant, ceux qui présentent des valeurs plus élevées au BDI et DHI ont aussi une valeur au PSQI plus élevée. On en déduit de cette étude que l'augmentation de l'inconfort lié au vertige
prédispose à une augmentation de la dépression et aux troubles du sommeil. Cependant, cette étude présente de nombreuses limites. Il y a un faible échantillon et l'absence de polysomnographie. La troisième étude décrit la prévalence des troubles du sommeil dans la maladie de Ménière par A et Petri en 2025. Ils ont inclus une population issue du service ORL du CHU de Strasbourg, soit 26 patients atteints de la maladie de Ménière, diagnostiqués selon les critères de la AAO-HNS. Ils ont analysé le PSQI, une polysomnographie, le questionnaire ESSPFS pour la fatigue générale et diurne, le stop bang pour l'apnée du sommeil et une échelle de la AAO-HNS qui décrit la souffrance liée au déséquilibre. Les résultats montrent une insomnie chronique chez 58% des patients, 76% de la population ont un score pathologique au PSQI, 15% présentent une fatigue sévère au PFS, 56% des patients présentent de l'apnée du sommeil au stop bang, dont 42% qui ont un score AHI entre 15 et supérieur à 30, soit modéré à sévère. Le score de la AAO-HNS est supérieur à 3 pour la moitié de la population. Et dans cette catégorie-là, les Ménières sont plus sujets aux insomnies, à la dépression, à la fatigue et aux migraines. Cependant, l'architecture du sommeil est normale. Cette étude met en lumière un pourcentage important de troubles du sommeil chez les Ménières. Il est donc important de les dépister et les traiter pour diminuer les symptômes vestibulaires. Dans cette étude, il y a cependant un faible échantillon et certains patients avaient des troubles du sommeil traités par CPAP. Cette deuxième partie est une étude pilote sur l'efficacité de la CPAP sur la maladie de Ménière associée à l'apnée du sommeil par M. Nakamaya en 2015. Ils ont inclus 20 patients diagnostiqués Ménière du service ORL de Nagoya. Dans ces 20 patients, il y a 14 hommes et 6 femmes avec un syndrome d'apnée du sommeil de léger à sévère, d'une moyenne d'âge entre 33 et 82 ans. Ils ont été diagnostiqués Ménière selon les critères de la AAO-HNS. Ils ont échoué à tous les traitements diurétiques, pauvres en sel et stéroïdes, et ils devaient être sevrés de tout médicament pouvant perturber le sommeil 2 semaines avant les analyses. Les analyses ont été faites au début et 6 mois plus tard. Ils ont fait une audiométrie, un test calorique, un DHI et une polysomnographie. Donc ils devaient arrêter les traitements 2 semaines avant la première analyse et ensuite un traitement CPAP unique pendant 6 mois. Et enfin, une deuxième analyse. Les résultats de l'audiométrie spécifique à 0,5 kHz montrent une amélioration significative avec un seuil de compréhension à 49 décibels au début, puis 37 décibels à 6 mois. Les résultats du DHI sont aussi significativement améliorés dans tous les paramètres fonctionnels, émotionnels et physiques. Cependant, il n'y a pas d'amélioration significative sur le test calorique. Cela sous-entend que la résolution de l'hypoxie par le traitement CPAP peut améliorer la compensation au niveau central. Cette étude présente quelques limites. Il n'y a pas de groupe témoin et pas de double ou de simple aveugle pour des raisons éthiques. La troisième partie traite des mécanismes physiologiques sous-jacents avec l'hypothèse de l'orexine, qui est un neuropeptide impliqué dans la régulation du sommeil et des émotions. Cette étude met en évidence le rôle de l'orexine dans le contrôle vestibulaire central par Ji et Zheng en 2011. Ils ont étudié cela chez le rat et dans un premier temps, ils ont mis en évidence la présence de récepteurs oxynergiques OX1 et OX2 dans les noyaux vestibulaires latéraux par une technique de RT-PCR et immunofluorescence qui permet de voir cela en temps réel. Dans un deuxième temps, au niveau central, ils ont étudié les effets électrophysiologiques de l'orexine sur les neurones du noyau vestibulaire latéraux par une technique de patch clamp. Et on remarque que l'orexine en fait augmente la fréquence de décharge et la sensibilité du neurone des noyaux vestibulaires latéraux. Et enfin, une troisième partie où ils ont mis en évidence la régulation du comportement moteur d'origine vestibulaire via l'orexine.
Pour cela, ils ont injecté de manière bilatérale de l'orexine dans les noyaux vestibulaires latéraux et ils ont effectué des tests géotaxiques et d'équilibre au rat et ils ont remarqué une amélioration de l'équilibre et de la coordination. Cette étude nous démontre que l'orexine entraîne une modification posturale ainsi qu'une amélioration des performances motrices significatives. L'orexine endogène, elle joue un rôle crucial dans le contrôle moteur lorsque le rat est soumis à un effort moteur important. Ce qu'il en ressort de toutes ces études, c'est qu'il existe une corrélation positive entre l'augmentation des troubles du sommeil, l'augmentation des troubles émotionnels et l'augmentation des troubles vertigineux. Globalement, dans la maladie de Ménière, il n'y a pas de troubles significatifs avec le sommeil. Cependant, ceux qui présentent de forts troubles vestibulaires présentent des troubles du sommeil et un traitement CPAP semble améliorer les symptômes vestibulaires et auditifs. La piste de l'orexine est intéressante parce que c'est un neuropeptide qui intervient à la fois dans la régulation du sommeil, des émotions et du contrôle postural. 6 juin, la bibliographie. Je vous remercie pour votre attention.